Salut à tous, bonsoir. Attendez, je regarde si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Normalement, oui. Hop, voilà, parfait. Ah ouais, un gros sujet ce soir. Baito, Basile, le Vickers Wellington, déjà pris ou pas, j'en sais rien, mais je vais l'écrire. Tu crois vraiment que je vais aller vérifier la liste? Tu veux que je rentre dans les écuries d'Ogia? Je vais écrire Vickers Wellington. Et on verra bien, peut-être que tu l'auras plus tôt parce qu'il passera plus tôt. Et voilà. Genre, tu veux que j'aille vérifier les listes? You fool. Sur la rage vert. Ça, pas de soucis. Hop. Alors, les HS. Hop, rage vert. Voilà. Je ne tiens pas la cadence. Tonico, merci. 25 mois, Basile, 51 mois aussi. Oh là 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 là. Parfait. Hop. Hop. Voilà. Mais ouais, gros sujet. Alors, j'ai jamais parlé directement du Lend-Lease, le pré-bail en français. Mais on a souvent abordé le sujet. Parce que systématiquement, quand on a des véhicules alliés, je fais toujours l'effort de montrer le véhicule chez les soviétiques. Donc, si vous suivez Warbird ou Wartank depuis un bout de temps, vous savez que les soviétiques ont reçu énormément d'équipements, et parfois de très bons équipements des alliés. Et c'est vrai que, mais on n'a jamais parlé du... Contrôle F. Écoute, je suis un boomer, mec, la micro et tout, c'est un peu compliqué pour moi, hein. Il faut pas trop m'en demander, hein. Voilà, hein. Écoute, ma liste a peut-être 3 ou 4 ans, mais je la respecte. Et les véhicules qui ont été demandés il y a 3-4 ans, ils arrivent au compte-gouttes, mais ils arrivent toujours. Voilà. Incroyable. Donc ouais, j'ai jamais parlé du pré-bail. Donc là, on va parler que du pré-bail en détail. Je sais que c'est un sujet aussi assez politique aujourd'hui. Ça l'a été pendant la guerre froide. On a 70 ans de guerre froide qui ont aussi eu un impact sur l'appréciation du sujet. Et c'est vrai qu'on a... Aujourd'hui, il est difficile... moi, je m'en fous. Hein. On va parler des chiffres. Je vais vous dire où ça a été important parce qu'on le sait, et où ça a été moins important parce qu'on le sait. J'en ai rien à foutre que ça froisse certaines personnes et tout ça. Les chiffres ne mentent pas. Et on a même l'appréciation des soviétiques eux-mêmes, qui connaissent aussi leur sujet. Oh, pas 12 35 mois, Nash 14 mois, merci les mecs. Donc ouais, on a quand même beaucoup de renseignements sur le Lend-Lease. Donc je vais essayer de traiter ça juste... Lavro York. Le York, ça me dit quelque chose, ça. Le York, mais je crois pas qu'il soit sur la liste. Hop là. Lavro York. Hop. Voilà. C'est noté. Donc ouais, on va parler uniquement du Lend-Lease, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Parce que je vais peut-être considérer que des gens ne savent pas ce qu'est le pré-bail et de ce que ça a représenté pour les soviétiques. Donc je vais remettre un contexte sur tout ça, et on va aller voir dans le détail de ce que... tu vois, Sodan n'a jamais réussi à marier avec tout seul. Oui, voilà, pardon, j'avais mal compris ta phrase. Oui, vous avez aujourd'hui des Russes qui vont vous dire que le Lend-Lease n'a servi absolument à rien. C'est faux, j'ai les chiffres. Vous allez voir par vous-même, les chiffres sont vrais, hein, officiels. Hein. Et vous allez voir que c'est des conneries, d'accord? Mais, parfois les Russes n'ont pas tort, ou en tout cas les Soviétiques n'avaient pas tort de dire que certains aspects du Lend-Lease ont été inutiles ou insignifiants. Absolument, ils ont raison. Mais, une goutte d'eau dans l'océan, mais parfois, ça a été extrêmement important. Parce que le Lend-Lease est un sujet incroyablement vaste. C'est pas juste des tanks et des avions, le Lend-Lease, c'est beaucoup plus que ça. Et on va rentrer dans ce détail-là, justement, de... Qu'est-ce que le Lend-Lease et qu'est-ce que ça a permis aux soviétiques d'accomplir. Voilà. Donc ouais, le Lend-Lease. Alors, peut-être que les gens ne savent pas ce qu'est le Lend-Lease. Le pré-bail. Le pré-bail, c'est les Américains, à partir du printemps 41, les Américains n'étaient pas en guerre et voulaient aider, entre autres, les Européens, surtout les Anglais qui étaient au fond du trou. Et ils ont... Garrick merci pour tes 3 mois, mec. Il faut l'expert en expertise. Il y aura une minute géopolitique jeudi, pas sur l'Ukraine. Voilà. Donc ouais, on va causer... donc ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, et Roosevelt va être capable de se faire attribuer les pouvoirs, de donner du matériel contre argent, hein, de donner de l'équipement, du matériel aux pays qui en avaient besoin, alors que les États-Unis n'étaient pas en guerre. Les États-Unis étaient profondément isolationnistes. Et vous allez avoir les Anglais, c'est simple, les Américains vont prendre toutes les réserves d'or des Anglais, et vont leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Et ils vont aussi récupérer après, avec les îles contre les destroyers, ils vont récupérer l'Islande, ils vont récupérer Diego Garcia, et tout ça. Mais on va avoir les Américains qui vont commencer à
faire tourner l'arsenal de la démocratie avant même la guerre. On oublie que l'industrie américaine se lance déjà avant la guerre. Hein. On a déjà les prémices qui sont là. Tout le haut commandement politique et militaire américain sait que la guerre est imminente. Il n'y a que le peuple américain qui ne le sait pas. Et les Japonais vont juste offrir l'étincelle pour faire sauter la poudre. Mais les États-Unis sont déjà en guerre. Quasiment 6 mois. À l'été 41, les États-Unis sont déjà en guerre. D'un point de vue politique. C'est juste qu'il faut un déclencheur. Voilà. Donc ouais, c'est un petit peu plus compliqué que juste les Japonais déclenchent la guerre, les Américains sortent de nulle part, que dalle. Donc à partir de 41, on va avoir les Américains qui vont commencer à faire passer des lois pour aider au début les Anglais, au printemps 41. Et on va avoir le 22 juin 41. Donc les Anglais vont être les premiers bénéficiaires. Je crois que 40% du Lend-Lease, c'est les Anglais. Les Soviétiques sont à 10 ou 15%, je crois. Donc nous, on va parler uniquement des Soviétiques, d'accord? Et le 22 juin 41, il y a un nouveau théâtre qui va s'ouvrir. Opération Barbarossa. Je vais reparler d'Opération Barbarossa pour que les gens comprennent l'ampleur de ce qu'est Barbarossa. Parce que c'est vrai que quand on est un petit peu trop euro-centré, on connaît un peu le débarquement, les alliés, n'oubliez pas que la guerre, en termes de chiffres, la guerre allait à l'est. Le front russe, l'armée allemande va disparaître sur le front russe, d'accord? Je crois que c'est 80% de l'armée allemande mourra en Russie. L'opération Barbarossa, que les Allemands vont lancer en juin 41 pour abattre l'Union soviétique, est encore aujourd'hui, en termes de chiffres, la plus grosse opération militaire terrestre de l'histoire, d'accord? Les chiffres dépassent l'entendement. Les Allemands vont rassembler toute l'Europe, tous leurs alliés, et ils vont attaquer l'Union soviétique, un front gigantesque, de la mer Noire jusqu'à l'Arctique. Et l'armée allemande de 41, et ça je le dis, ça plaira peut-être pas à certains, c'est la meilleure armée du XXe siècle. L'armée allemande de 1941, de juin 1941. C'est l'armée qui a atteint le paroxysme de la qualité et de l'efficacité. Et pas avec les meilleurs équipements, dites-vous. Et cette armée-là est absolument terrifiante en juin 41, et ils vont attaquer l'Union soviétique. C'est une bataille de titans, hein. Et les Américains en ont conscience, les Anglais en ont conscience de ce qui se passe en Union soviétique, et ils vont que pouvoir constater les premiers mois qui vont être absolument désastreux pour les Russes. Barbarossa est un incommensurable désastre à cause de la machine de guerre allemande, qui est incroyablement bien huilée. Et les Allemands ont des faiblesses. Le général logistique est sûrement la pire de ses faiblesses, mais ils vont compenser ce manque de logistique par une efficacité tactico-opérationnelle absolument incroyable. Comme je vous dis, les Allemands de 41, je pense, dans le XXe siècle, sont la meilleure armée qui a atteint le niveau opérationnel le plus élevé, parce qu'ils ont beaucoup fait la guerre. Ils ont beaucoup fait la guerre sans perdre, et ils ont accumulé un savoir-faire absolument dément. Et je pense que personne n'a jamais atteint un tel niveau d'efficacité opérationnelle grâce à l'expérience accumulée. Et les premiers mois de la guerre pour les Soviétiques vont être absolument désastreux. Ils vont perdre des millions de soldats, les Soviétiques. L'armée russe va cesser d'exister. L'armée soviétique va cesser d'exister sur le front de l'Est. Ils vont se faire encercler à Kiev. Ils vont se faire encercler à Vyazma. Ça va être des poches gigantesques. C'est désastre après désastre. Ils vont laisser sur le terrain des millions de soldats, des milliers de tanks. C'est la première disparition de l'armée rouge, absolument. Et l'armée rouge n'est pas si mauvaise que ça. C'est l'armée allemande qui est juste terrifiante à cette époque-là. Ça va coûter cher aux Allemands, hein, vous ne méprenez pas. Les Allemands vont fondre aussi, hein, et vont laisser leurs meilleurs éléments vont disparaître pendant Barbarossa. Mais j'essaie de vous dire à quel point c'est désastreux pour les Soviétiques. Et les Allemands vont finir devant Moscou. Hein. En décembre 41, les Allemands sont à 20 km de Moscou. C'est pas le général Hiver qui va stopper les Russes, hein. Comme on le dit, c'est le général logistique qui va dire les gars, vous êtes allés trop loin, vos premières lignes, vous avez plus d'essence, on peut plus vous ramener quoi que ce soit, vous êtes juste trop loin. Les Russes vont tellement s'effondrer, et les Allemands vont aller tellement loin, que la logistique ne suit plus. Et les Russes vont en profiter pour contre-attaquer avec des troupes fraîches. Ça leur coûtera aussi très très cher aux Russes, les contre-attaques de Zhukov de décembre 41. Mais on va avoir... les Soviétiques vont être capables de bloquer. Si je dis Soviétiques et Russes, m'en voulez pas, hein, venez pas me faire chier dans les commentaires. C'est les Soviétiques, faites pas chier.
Vous me comprenez? Voilà. Ça évite des répétitions de dire à chaque fois soviétique. On dit russe et point barre. Donc ouais, on sait qu'on a du Tadjik et tous les machins, les minorités du quatre coins de l'Empire. Hein. Donc ouais, on a les... C'est pas juste des territoires qui vont tomber, c'est pas juste des hommes et des tanks qui vont être tués. Les Russes vont perdre la partie la plus productive de leur empire. D'accord? Toute la partie occidentale de la Russie va tomber, la partie la plus habitée avec toutes les industries. Et si Barbarossa va être... Sur le papier, on peut le dire, peut-être un succès, même s'ils vont pas atteindre leurs objectifs, et ils vont se faire casser la gueule sur la fin, ils vont pas être capables d'abattre diplomatiquement l'Union soviétique, les Russes vont être capables de faire des miracles. Et il n'y a pas que le champ de bataille qui compte. Là où les Allemands vont lancer cette gigantesque opération militaire, les Russes vont évacuer leurs usines. C'est aujourd'hui considéré comme le plus grand chef-d'œuvre logistique de l'histoire de la logistique. Les soviétiques, pendant les 6 premiers mois de Barbarossa, alors que les Allemands arrivent, et arrivent vite, les soviétiques vont évacuer plus de 2500 usines de l'autre côté de l'Oural. 2500 usines. C'est des milliers de trains, des dizaines de milliers, des millions probablement de wagons. Il y a des histoires, des anecdotes de malades, où les trains se suivaient à 500-600 mètres près dans le blizzard, avec les usines, toutes les pièces. Toutes les chaînes de montage vont être démontées, remontées sur l'Oural. Ils vont évacuer 15 millions de personnes. Tous les ouvriers et leurs familles vont être envoyés sur l'Oural. Un truc de malade. Et ils vont... Donc forcément, plutôt que de perdre les usines, on les démonte, on les remonte. Ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. Il va falloir remonter les usines. Pendant que les chaînes... Donc non seulement les armées soviétiques se font anéantir une par une à coups de millions de soldats et les équipements qui suivent avec, mais en plus de ça... Les usines ne produisent plus, parce qu'on les déplace, en espérant que les Allemands atteignent pas l'Oural. Et on va avoir ce gigantesque tour de force logistique, où à partir de 42, les Soviétiques vont commencer à remonter leurs usines derrière l'Oural. Là encore, on a des anecdotes, où on est en janvier 42 derrière l'Oural, on a les mecs qui bossent dehors. Ils sont en train de construire l'usine, mais ils choisissent d'abord de monter la chaîne de montage dehors, de construire l'usine autour, et les mecs dans le froid, 15 heures par jour, bossent à monter des KV1, avec le commissaire derrière, qui a les quotas à faire respecter. Ça vous donne un avant-goût de la situation désespérée des Soviétiques. À cette époque-là, certes, ils ont bloqué l'avance allemande, mais ça leur a coûté une énorme partie du pays. Je reparlerai plus tard de l'Ukraine et des matériaux qu'ils ont perdus. La perte de l'Ukraine est un incommensurable désastre pour la situation alimentaire en Union soviétique. Je vais reparler de ça à la fin. Mais on a les soviétiques en 42 qui ont un gigantesque trou de production. Parce que les usines ne produisent pas, sans compter qu'il faut... C'est bien beau de reconstruire les chaînes de montage, mais il y a toute une nouvelle logistique à recréer avec apporter les nouveaux matériaux, tout ça, processer, créer. Vous ne relancez pas une industrie gigantesque comme ça d'un claquement de doigts. Pour faire simple, l'année 1942 va être terrifiante pour les Russes. Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont des soldats. Les soldats, ils les trouvent pour aller se battre. Mais ils n'ont pas forcément de quoi les équiper, les soldats. Alors, oubliez les mythes comme quoi les Russes envoient des mecs sans fusil. Hein. Ça, c'est de la bonne propagande dégueulasse. Les Russes n'envoyaient pas des hommes sans fusil se battre. Il n'y avait aucun intérêt. Et en 42, les Russes sont beaucoup plus économes avec leurs soldats qu'ils ne l'étaient en 41. D'accord? Les Russes se battent bien en 42, commencent à bien mieux se battre et bien plus efficacement, mais il y a une pénurie terrible. À l'été 42, lorsque on va avoir les Allemands, donc les Allemands vont pousser dans le Caucase, vont pousser dans la boucle du Don, direction Stalingrad, dans le sud, direction le Caucase. On a Staline qui demande à un de ses commissaires au ravitaillement de faire un état des lieux des armes légères sur le front sud. Donc tout le front sud, hein, de la boucle du Don jusque dans le Caucase. Et le commissaire, il revient avec les chiffres et il y a 6 PPSH pour tout le front sud dans les stocks. Il y a 6 PPSH. Les stocks sont vides. Les Russes, en 42, la situation est absolument abominable. Parce que les usines commencent tout juste à être lancées et on a des énormes trous de production. Et c'est à ce moment-là où le pré-bail va commencer à rentrer en jeu. Donc le pré-bail existe depuis le printemps 41. Dès les premiers mois de la guerre, les Alliés vont offrir de l'aide aux Soviétiques. Et les Soviétiques vont vite se rendre compte que, avec l'augmentation des pertes,
les soviétiques vont avoir des listes de courses. Alors les soviétiques sont même pas exigeants au début, hein. Les soviétiques ont conscience de la merde dans laquelle ils sont, et ils vont juste demander aux alliés, filez-nous tout ce que vous voulez pas. Les premières listes de courses des soviétiques, ils sont pas exigeants. C'est, on prend tout ce que vous voulez pas. Les vieux machins des musées, les trucs de la Première Guerre mondiale, on s'en fout. Donnez-nous. Ça vous montre le niveau de désespoir des Russes. À la fin 41 et début 42. Les Russes sont prêts à prendre absolument tout et n'importe quoi. Et les Alliés vont commencer à leur livrer pas n'importe quoi. Ils vont leur filer parfois des véhicules un peu olé olé, qui seraient peut-être considérés comme obsolètes. Mais les Soviétiques, croyez-moi, seront contents. Vaut mieux avoir un vieux M3 que rien du tout. Et on verra en effet les premières livraisons arriver dès le printemps. Donc, ouais, été, je crois, les premières livraisons de l'Enlist, c'est carrément juillet-août. Donc, on va avoir cette gigantesque industrie qui va se mettre en place pour supporter l'Union soviétique. Vous pouvez vous en douter, Churchill et Roosevelt, leur pire peur, c'est que la Russie s'effondre. Et Staline, à chaque fois qu'il demande de l'aide, Staline, c'est un fin renard. N'oubliez jamais que Staline est un renard politique extrêmement intelligent. À chaque fois, il dit, vous savez, là, la situation est désespérée, on va peut-être devoir commencer à discuter avec les Allemands. Vous imaginez, Churchill, il reçoit ça, et Staline écrivait ça. Hein. Staline écrivait, là, on est au fond du trou, les mecs. Et après, Churchill envoyait ça à Roosevelt. Et les Alliés vont commencer vraiment à dire aux Soviétiques, vous voulez quoi? On vous donne tout, on ouvre les vannes. On ouvre les vannes pour vous. Et donc ouais, ça c'est les accords. Hop. Ça c'est les accords du Lend-Lease avec les Soviétiques. Hop là, c'est en 41. Vous avez Molotov. Vous avez le même Molotov qui était avec Ribbentrop un petit peu plus tôt là. Hein. Ouais, vous avez Molotov, vous avez Harriman et Lord Beaverbrook. Donc c'est la signature officielle des accords du Lend-Lease pour aider l'Union soviétique. Donc ouais, vous avez du gratin là. Vous avez de la racaille. Vous avez de la racaille là, hein, je peux vous dire. Hein. Donc ouais, le problème c'est qu'approvisionner l'Union soviétique est un problème. C'est compliqué, géopolitiquement parlant. Vous avez le chemin le plus safe, Atlantique Sud, le corridor de la Perse. C'est le chemin le plus long, mais le plus sécurisé. À partir de 42, moi je suis très familier de ce qu'on appelle la route du Nord, parce que je vis en Islande et tous les convois, il y avait pas mal de convois qui se rassemblaient en Islande et qui ravitaillaient directement via Mourmansk. Ça c'était le chemin le plus rapide, mais aussi le plus dangereux. Les Allemands vont vite apprendre le PQ-17 absolument, qui va perdre quasiment tous ses bateaux. Près de 35 bateaux coulés, chargés. S'ils étaient à vide, non, chargés. Suite à une petite erreur de l'US Navy. Shit happens. Mais ouais, la route la plus dangereuse. Et enfin, vous avez l'autre route, mais qui est aussi extrêmement longue, la route du Pacifique. N'oubliez pas que l'URSS et les Japonais ont un pacte de non-agression. Donc les bateaux soviétiques allaient directement charger dans les ports californiens. Et pour les avions, on amenait les avions en Alaska, et il y avait des équipes russes de pilotes qui prenaient les avions en Alaska à Fairbanks et qui les amenaient directement en Union soviétique en vol direct. Donc ouais, vous pouvez voir que la route qui a été la plus prolifique, c'est la route du Pacifique, parce que c'était celle-là qui était la plus sécurisée, tout simplement. Les Japonais n'ont jamais... Les Japonais savaient parfaitement ce qui se passait, mais les Japonais ne voulaient surtout pas se mettre à dos les Soviétiques. Donc étaient enclins à être extrêmement accommodants avec les dingueries que faisaient les Soviétiques, avec les convois et tout ça. Donc ouais, il n'y aura pas d'embrouille avec les Japonais. Pourtant, les convois chargés passaient dans les eaux japonaises, au large du Japon et tout ça. Vous avez là encore des histoires assez dingues. Donc ouais, vous avez ces routes de livraison. Hein. Donc là, vous avez voilà, ce qu'on a à Fairbanks. Voilà, c'est écrit en russe, Fairbanks, en Alaska, USA. Hop. Et vous avez toutes les routes, même si là, la route de la mer Noire, un peu dangereux. Hein. Donc ouais, route du Nord, le corridor persique. Ça, c'est pris en 43. C'est pris en 43 en Perse. Matez un peu les convois, camions, les remorques et tout ça. C'était une gigantesque logistique. On va parler un petit peu de chiffres après et tout ça. Et vous avez un autre chemin pour l'Union soviétique avec tous les ports. Donc ça venait directement à San Pedro, Portland, San Francisco. Vous avez... Est-ce qu'on a Fairbanks sur la carte? On n'a pas Fairbanks.
Et tous les ports, même les ports de l'Arctique, sûrement en été, étaient utilisés. Ouais, c'était... les mecs prenaient des risques. Le cauchemar logistique, absolument. Ravitailler l'Union soviétique a été un cauchemar logistique à cause de l'isolement géographique de l'Union soviétique et du fait que l'Union soviétique était un peu entourée d'ennemis. Voilà. Donc ouais, vous voyez un petit peu l'enfer logistique. Donc ouais, c'est vrai que c'est très difficile à apprécier le pré-mail. En tant qu'être humain, nous, on a toujours ce biais d'apprécier ce qui est visuellement reconnaissable. Donc souvent, on va vous montrer, et je suis le premier à le faire, dans les War Tanks, je l'ai déjà souvent montré, mais les photos, les bateaux avec des M3 Stuart, t'as un Stuart en 42, ça pue un peu la merde quand même, hein, avec un A20, regardez, j'ai déjà montré des A20, des B25 Mitchell, donc c'est vrai qu'on est habitué à avoir des photos de matériel allié dans les rangs soviétiques. Moi j'en ai montré beaucoup en tout cas, parce que j'aime beaucoup les... Et souvent les soviétiques se plaignaient de certains véhicules, mais adoraient certains véhicules, les B-25, les A-20, les Sherman, les tanks, les Sherman que les alliés, les équipages américains se plaignaient des Sherman, mais les Russes adoraient le Sherman, et ils vont utiliser le Sherman jusqu'à la fin de la guerre. Magnifique véhicule, le P-39, les P-39 Era Cobra, les P-63 King Cobra, c'était des véhicules incroyablement appréciés, et des bons véhicules avec un confort que les soviétiques parfois ne connaissaient pas, et beaucoup de ces véhicules ont été extrêmement appréciés au niveau individuel, mais il faut modérer le nombre de ces véhicules. Au niveau des tanks, on est sur du 7000 tanks. Ça, c'est pris à Koursk. Et ouais, il y a encore des... à Koursk, ça, c'est le 193e tank régiment de la 48e armée, de la 6e de la garde à Koursk. Voilà. Donc vous avez encore... ouais, je voudrais pas avoir ça face à du panthère, hein. Donc ouais, on a parfois des situations où on peut comprendre que les Russes n'aimaient pas certains véhicules, entre autres les tanks, ou certains de ces tanks, je suis désolé, mais le Stuart, le Lee, il a rien à foutre là, à cette époque de la guerre, quoi. Hein. Même en 42, c'est un véhicule obsolète. C'est vrai qu'on a les critiques des soviétiques sont totalement justifiées. Parce que les soviétiques, quand ils aimaient un matériel, ils le disaient. Donc il faut faire la part des choses entre l'appréciation personnelle des soviétiques pour le matériel et son importance en termes de production. On va reparler un petit peu de ça, mais ça fait toujours drôle de voir des Sherman avec des soviétiques. Mais le Sherman était extrêmement apprécié, était un véhicule très très apprécié. Bizarrement, ils se sont jamais plaints que le véhicule avait parfois tendance à brûler un peu facilement. Voilà. Ça, c'est sûrement pris au déchargement, peut-être à Mourmansk directement, ou alors au Proche-Orient. Ça pourrait être la route de la Perse, directement chargée sur train, regardez. Le wagon, clac. Et là, ça débarque du Stuart. Sherman 76. Vperied ka pobiede. En avant vers la victoire. En russe, si mes souvenirs sont bons. Mon russe est un peu rouillé. Mais en avant vers la victoire écrit sur le tank. Et vous avez un magnifique Sherman 76. Le Sherman 76 était très 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 apprécié des soviétiques. C'était un très bon compromis entre mobilité, puissance de feu. Très très bon véhicule, le Sherman 76. Il a amené le punch qui manquait pour contrer peut-être certains véhicules allemands plus lourds que le Sherman 76 court. Le 75 court pouvait pas gérer. Et c'est vrai que vous allez souvent voir des photos incroyables. Quand vous creusez un peu, 44-45, vous voyez souvent des véhicules. Entre autres, cette photo, je l'avais déjà montrée. Cette photo, c'est totalement la photo pré-Bail. On est sûrement 44-45, peut-être printemps 45. Et vous avez quasiment que de l'américain sur la photo. Vous avez quasiment que du matos américain sur la photo. Vous avez un petit Sherman. Regardez le monstre, l'IS-2. Regardez la taille de l'IS-2 par rapport au Sherman. On se bat pas dans la même catégorie de véhicules. Hein. L'IS-2 est un lourd qui est fait pour affronter les tigres, les Königsteiger et autres panthères. Et vous avez, c'est du Studebaker qu'on voit derrière. Camion américain, magnifique. Donc ouais, vous avez là du véhicule américain. Et là, pareil, photo prise à Vienne en 1945. Mai 45, regardez, c'est pas les Américains, c'est du soviétique en Sherman 76. Donc ouais, il était pas rare de voir
du char allié, ils étaient appréciés. Les Sherman font sûrement partie des véhicules les plus appréciés avec les Jeeps. Sherman, Jeep, B-25, A-20. Les Russes étaient très très friands de ces joujoux. J'avais déjà parlé de l'épopée des B-25 russes en Union soviétique. Et aussi des RA Cobra. Donc tous ces véhicules ont été acheminés. Les tanks par mer, soit depuis les ports du nord de Mourmansk, soit depuis le corridor perse. Les avions depuis l'Alaska, via Fairbanks. C'était une énorme... Pépé qui recycle cette photo. Figure-toi que oui, je suis allé chercher dans mes vieux répertoires, trouver mes vieilles photos, parce que dans tous mes répertoires, tout est bien rangé. Et dès qu'il y a des photos soviétiques, il y a tout le temps marqué URSS avec... Donc je peux facilement repiocher et tout. Le bordel organisé, les mecs. Très important. Donc ouais, souvent, on va voir ce qui est visuel. Et je peux comprendre que les soviétiques disent « Oui, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan en termes de production. » Et ils n'ont pas tort. On leur a fourni au total 7000 tanks. Les Alliés ont fourni 7000 tanks aux Russes. Vous savez combien ils ont fait de tanks pendant la Seconde Guerre mondiale, les Russes? On a un chiffre. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Hop là. On est sur 100 000 tanks. Plus de 100 000. Et dites-vous que 7000 tanks, les 7000 tanks du Prebeil, c'est 7%. 7% des tanks russes. De tous les tanks produits. Vous voyez? Donc ouais, et parmi ces 7000 tanks, certains tanks n'étaient même pas bons. On leur a refourgué les fonds de tiroir. On leur a refourgué des Stuart. On leur a refourgué du Grant et du Lee. On leur a refourgué des machins qui étaient obsolètes. C'est mieux que rien, vous me direz. Mais on leur a pas... Parfois, les Churchill, il était apprécié le Churchill. Mais on leur a pas toujours fourgué le haut du panier, vous voyez? Mais bon, situation désespérée, mesure désespérée, vaut mieux un mauvais temps que rien du tout. Donc pareil avec l'artillerie, tout ce qui a été fourni par le Prebeil, c'est 1,9%. Les avions, on leur a quand même... ils ont reçu, je crois, 11 000 avions au total. Voilà, 11 000 avions, entre les RA Cobra, les Hurricane, les B-25, les A-20... c'est 11 000 avions, et ça représente tout de même 13% de tous les avions produits. C'est beaucoup, hein, par l'Union soviétique pendant la guerre. 13% sont issus du Prebeil. Il faut qu'on parle maintenant... Mais on peut comprendre que les soviétiques disent que ça représente quand même... C'est pas décisif. Et ils ont peut-être pas tort. Par contre, le Prebeil, c'est pas que ça. Les soviétiques n'ont pas juste besoin de tanks et de canons. On va parler... Quand les soviétiques vont remonter leur industrie, de l'autre côté du Caucase, de l'Oural, ils vont spécialiser leur industrie dans certains domaines. Ils vont faire de l'industrie lourde. Ils vont faire des tanks, des canons, des fusils, et ils vont négliger énormément d'autres choses, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont négliger des pans entiers de logistique, parce qu'ils peuvent simplement pas se permettre d'avoir des chaînes de montage pour faire entre autres des camions. Et dans un pays comme l'Union soviétique, avoir des camions ou des locomotives, et pourtant demander aux Allemands et leur logistique les problèmes que ça causait, les soviétiques vont faire l'impasse sur énormément de choses pour pouvoir produire en grande quantité beaucoup de canons, beaucoup de fusils, beaucoup d'obus, et ils vont sacrifier énormément, et les Alliés vont peut-être arriver avec un coup de main majeur. Regardez, les Katyusha. Bon, quelqu'un a peut-être le coup d'œil. C'est quel modèle de camion qu'on a là? Ce camion a été conçu et créé quasiment que pour le Prebeil. C'est des Studebaker, absolument. C'est des Katyusha sur châssis américain. C'est des Katyusha sur châssis américain. Ce sont des camions Studebaker. Les camions Studebaker, c'est plus de 200 000 camions livrés à l'Union soviétique. Et ces camions-là, alors vous avez aussi des Chevrolet, vous avez des Ford, vous avez plusieurs camions. Donc là, les Studebaker sont faciles à... ils ont un bec un peu en pente à l'avant. Vous allez reconnaître les Studebaker assez facilement, regardez. Hop là. Vous voyez là derrière? La photo est incroyable, là. C'est un Studebaker. Et les Américains vont fournir des centaines de milliers de camions et de véhicules de transport. Alors attention, dans les camions, ils incluent aussi les Jeeps.
Vous avez près de 45 000 jeeps qui vont être fournis à l'Union soviétique. 45 000 jeeps, c'est énorme. Et donc vous avez plus de 350 000 camions, des camions de tout type. Ça va des WV-51 jusqu'à les Studebaker, Ford, Chevrolet. Je vais parler du reste. Il n'y a pas que ça. Et vous allez avoir... à l'époque, l'infanterie soviétique est à pied. L'infanterie soviétique, comme l'infanterie allemande, on est à pied, on est en train. On n'a pas de... Les unités sont très très peu mobiles. Hein. Rappelez-vous que les Allemands, pour aller à Moscou, ont pris le même temps que Napoléon. Pourquoi? Parce qu'ils sont à pied. Eh oui. Et figurez-vous que les Russes sont aussi à pied. Et les Russes n'ont pas de camions, n'ont pas d'infanterie mécanisée à proprement parler, n'ont pas ce luxe d'avoir des half-track et tout ça. Et l'arrivée de ces camions va être pour les Russes un événement d'une ampleur majeure, puisqu'à partir de 1944, l'infanterie russe va être motorisée. Et on va avoir, on peut sans aucun doute attribuer, c'est pas moi qui le dis, c'est Khrouchtchev. Khrouchtchev le dit lui-même, les camions fournis par le Prebail en 1944 ont permis à nos troupes ont gagné en mobilité et en manœuvrabilité et nous ont épargné de très grosses pertes. L'opération Bagration de l'été 44, les Russes sont sur camions américains. Et vous verrez systématiquement les camions Dodge, les camions... il est très très beau, hein, le Studebaker. Regardez les Dodge. Vous verrez très souvent l'infanterie soviétique dans des colonnes de camions comme ça. Parce que, à partir de 44, l'armée rouge gagne en mobilité grâce à ces centaines de milliers de camions qui sont introduits par le Prebail, des camions que les Russes ne sont pas capables de produire en aussi grande quantité. Et ça va permettre aux Soviétiques de gagner énormément de capacités opérationnelles en termes de guerre de mouvement. Peut-être que certains ne connaissent pas l'opération Bagration, parce que c'est en plein pendant le débarquement, mais c'est la plus grosse défaite militaire de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Hein? Bagration, c'est tout le corps d'armée centre qui saute, 50 divisions anéanties. C'est un désastre pour les Allemands, et ça c'est dû à la mobilité des Soviétiques. Pour la première fois, les divisions d'infanterie russes vont vite, au point que les Allemands, qui sont toujours à pied, se retrouvent derrière les lignes. Les Allemands vont pas comprendre ce qui va se passer, tellement ça va aller vite. Et ça, c'est simplement dû à l'introduction de centaines de milliers de camions dans l'infanterie russe. Voilà. Donc voilà, les Jeeps aussi. Hein. Donc les Jeeps font... J'ai déjà suffisamment parlé de la Jeep. Regardez, c'était la poutrelle qui disait que je recyclais mes photos. Je suis allé aussi taper dans le dossier de la Jeep. Donc ouais, on va avoir l'armée rouge qui passe sur une guerre de mouvement. Parce que elle a accès à beaucoup de véhicules et l'essence qui va avec aussi, on va reparler de l'essence. Donc ouais, c'est important ça. C'est important. Et Khrouchtchev le dit. Et Staline aussi le dit en 43. Staline, il le dit dans une lettre. Merci pour tout le support. On apprécie énormément toute l'aide qu'on reçoit. Donc comprenez que si aujourd'hui les Russes disent, pour des raisons logiques, ça a servi à rien, bizarrement, en 43-44, et certaines personnalités haut en couleur n'hésitent pas à dire que certains aspects du Prebail, pas tous, ont été décisifs dans certains secteurs militaires, ou alors on va parler aussi de l'industrie. On va parler de ça. En 41, pendant Barbarossa, les Russes vont perdre l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le grenier à blé. On l'oublie souvent, mais avec la chute de l'Ukraine, l'URSS va rentrer en famine. Comprenez qu'on meurt de faim en Union soviétique en 1942. Parce qu'il n'y a plus de bouffe. Il y a simplement plus de nourriture. Je vais vous dire les chiffres. Suite à l'occupation, voici les effets sur l'agriculture soviétique. La production de grains est passée de 95 millions de tonnes en 1940 à 29 millions de tonnes en 1942. Suivant la même conjonction, tous les pans entiers de l'agriculture russe ont souffert, avec la production de patates qui est passée de 75 millions de tonnes à 23 millions de tonnes, et la production de viande qui est passée de 4,7 millions de tonnes à 1,8 million de tonnes. Pour faire simple, les conséquences désastreuses de Barbarossa et des Allemands qui vont s'emparer de ce grenier à blé, ça va être
une diminution de presque de 66%, entre 65 et 70%, presque plus de 2 tiers de la production alimentaire soviétique qui va disparaître. Au pire moment de la guerre, alors que les agriculteurs vont au combat et qu'on envoie et qu'il y a des soldats à nourrir et des ouvriers, pour faire simple. Les soldats ont la priorité, après les ouvriers, et le reste de la population meurt de faim. On meurt de faim en Union soviétique. Et c'est là où les Alliés vont arriver en disant « nous, on a de la nourriture ». Et on a toute une gigantesque chaîne logistique qui va se mettre en place aux États-Unis pour amener des millions de tonnes de corned beef en Russie. Et vous allez avoir ça, c'est souvent méconnu parce que c'est de la logistique, c'est des boîtes de conserve, on a du mal à apprécier mais les soldats russes, l'industrie russe, vont être nourris avec des boîtes de conserve américaines. Est-ce que c'est peut-être, on peut oser dire, ce qui a été le plus important dans le Lend-Lease? Peut-être. C'est fou. Hein. Donc ça, c'est pris dans l'Ohio, voilà. C'est pas pris en Russie, c'est une des compagnies qui exportait le corned beef à direction de l'Union soviétique. Donc tout ça, ça partait généralement par les convois, hein. Mais totalement fou. J'ai des statistiques. Alors non, c'est pas là. Regardez. On va aller voir Animal Farm, Thousand of Tonnes. En bleu, c'est ce que... En rouge, c'est ce que les Russes ont produit pendant la guerre. En corned beef. En bleu, c'est ce que les Alliés ont amené. Ça fait partie des rares ressources où le pré-bale est largement devant, la production soviétique. Et le corned beef a empêché la famine en Union soviétique. Et a sûrement empêché beaucoup de souffrances alimentaires dans des pans entiers de la population. De l'armée et aussi de la production de gens qui bossaient dans l'industrie. Donc ouais, totalement dingue. C'est pas tout. Ce tableau, il est assez incroyable, puisque ça permet de comparer on va prendre par exemple, c'est des aspects un peu méconnus. Prenons les explosifs. Vous voyez les explosifs donc en bleu, c'est le pré-bale, d'accord? En rouge, la production industrielle soviétique pendant la guerre. Et vous pouvez voir que le cuivre, l'étain, l'aluminium, les explosifs, le pré-bale a compensé des pans entiers industriels que les Russes ne pouvaient pas soutenir, ou alors avaient perdu accès aux mines. Donc on a près de 33%, un tiers de la production d'explosifs et de munitions, et certains types de munitions, c'est plus de 50%, qui venaient du pré-bale. Le cuivre, on est presque sur du 50-50. L'étain, on a le pré-bale. Alors, et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on parle de matériaux bruts? Pour la simple et bonne raison que les soviétiques, lorsque vous construisez des avions, l'industrie aéronautique et tout ça, vous allez avoir besoin de certains matériaux comme l'aluminium, très particuliers. Et le problème des soviétiques, avec la perte de toutes leurs mines ukrainiennes et tout ça, c'est que les soviétiques n'ont plus accès à ces matériaux. Et le pré-bale va permettre d'amener des matériaux bruts de très bonne qualité et d'injecter ces matériaux bruts dans l'industrie soviétique. Donc quand on vous dit que les Alliés ont fourni que 10 000 avions, c'est vrai, mais on ne vous dit pas combien d'avions soviétiques ont été construits avec entre autres certains matériaux stratégiques auxquels les soviétiques n'avaient plus accès en 1941. Vous voyez? Donc très important. Et quand vous voyez l'aluminium, c'est du 50-50. Le cobalt, matériau hautement stratégique, on est encore sur du 60-40. Regardez le carburant d'aviation. Les Alliés ont fourni énormément de carburant d'aviation à haut degré d'octane aux Soviétiques. Et vous avez pareil avec les pneus. On parle de millions de pneus qui ont été fournis par le pré-bale. Les rails. Vous savez combien de locomotives les Russes ont produit pendant la guerre? On a un chiffre. Combien de locomotives l'industrie russe, les locomotives en Union soviétique, hein.
Imaginez l'importance de la logistique. Combien ils en ont fait? Bon, peut-être pas quand même. Entre 700 et 1000. Entre 700 et 1000. Et... avec le pré-bail, ils en ont reçu 2000. Ça fait partie des choses où les alliés, via le pré-bail, ont tenu à bout de bras une logistique soviétique qui était un peu au bout du rouleau. Mais comme je vous dis, si vous faites des locomotives, vous faites des tanks. Voilà, vous voyez, c'est les mêmes usines. Donc vous allez préférer faire des tanks. Donc voilà le genre de choses où les soviétiques ont décidé de mettre la clé sous la porte pour préférer faire des canons et des tanks. Et le pré-bail a permis de compenser justement des faiblesses logistiques soviétiques parce que leur industrie était ultra spécialisée en armement. Mais ça, c'est des choses plutôt méconnues, mais qui sont incroyablement importantes. On a une idée de la production avant-guerre. J'ai pas les chiffres, mais ça doit se trouver. Pareil pour les wagons. Tous les wagons ont été livrés par les Alliés et par le pré-bail. Les wagons entiers. Donc, vous aviez les wagons avec les tanks dessus, et puis on posait le wagon sur les rails, et ça partait directement. Donc ouais, au niveau ferroviaire, les wagons, les locomotives, le pré-bail a été décisif pour la survie et augmenter l'efficacité de la logistique russe. Regardez la laine. La laine aussi pareil, pour faire des uniformes. Le sucre, le corned beef, et tout ce qui touche les graisses animales. Est-ce que vous savez combien de paires de bottes ont été livrées par le pré-bail? Combien de paires de bottes? On a un chiffre? Hein? Combien de paires de bottes? En cuir? Combien de paires de bottes, vous pensez? 500 000 paires de bottes? 10, 20 millions, ça va? Tu veux une plus grosse fourchette? 700 000? 14 millions. En millions, non, en centimes d'euros. 14 millions de paires de bottes fournies par le pré-bail. Vous voyez? C'est pas juste des tanks et des avions. C'est l'entièreté de l'industrie soviétique qui a reçu une énorme perfusion de ce dont elle avait le plus besoin. Et ça va, on parle de matériaux bruts, on parle d'aluminium, on parle de bottes, on parle de bouffe. C'est pas juste des tanks et des avions. Donc c'est vrai que quand on parle de tanks et d'avions, on peut se dire mais quand on commence à voir ce qui a été injecté dans l'industrie au niveau qualité et au niveau logistique, 400 000 camions, 14 millions de paires de bottes, le corned beef, ouais, difficile de dire que c'est négligeable. Absolument. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. Comme je vous dis, les soviétiques, pendant la guerre ou avant la guerre froide, étaient les premiers à admettre l'importance dans certains secteurs du Lend-Lease, ok? Son importance en tout cas. Donc on a, j'ai encore des stats. La production soviétique pendant la guerre, c'est 265 000 soviétiques. 265 000 véhicules. Et le Lend-Lease a fourni 409 000 véhicules, avec les tanks inclus, d'accord? Donc le Lend-Lease, c'est quasiment 2 fois plus que la prod soviétique de toute la guerre. Donc c'est pour ça que vous avez autant de camions qui sortent de nulle part. Sachant que les Russes, eux, dans leurs véhicules, vous avez 100 000 tanks. Vous voyez un peu le paradoxe? Les deux se complètent. Les Soviétiques ont majoritairement fait des tanks, alors que les Alliés ont majoritairement fourni 400 000 véhicules de transport. Le Lend-Lease a compensé des faiblesses de l'industrie russe et les a compensés en amenant des choses que les Soviétiques ne pouvaient pas se permettre de faire. Voilà. Hop là. Alors, après là, ça parle d'essence, de carburant. C'est pas ouais, voilà, c'est ça. Pareil, 53% de matériaux explosifs ont été fournis. Vous voyez, la production de munitions, c'est 50% de Lend-Lease. Le Lend-Lease a fourni 82% de la production de cuivre. Le Lend-Lease a fourni de l'aluminium, indispensable à la production d'avions, de moteurs d'avions et de tanks, largement plus que la production de guerre soviétique. Et le Lend-Lease a aussi fourni près d'1 million de miles de câbles téléphoniques, 2100 km, 2100 miles de câbles sous-marins, 35 000 postes radio, presque 6 000
postes de radio de réception, 348 radars. Et le Lend-Lease, c'est près de 17% les livraisons de canettes de la production totale de viande soviétique. Et les productions de locomotives, c'est quasiment... voilà. Les soviétiques n'ont pas fait beaucoup de locomotives pendant la guerre. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'ensemble des datas. Comme je dis, c'est des tableaux très intéressants. Donc ouais, est-ce que le Lend-Lease a été décisif? C'est difficile à apprécier. Dans certains secteurs, oui. Dans d'autres, non. Comme je dis, dans les tanks et les avions, on peut comprendre que les soviétiques... mais il est difficile d'ignorer les 400 000 camions qui ont véritablement donné de la mobilité aux soviétiques. Il est difficile d'ignorer l'injection des matériaux bruts de haute qualité comme l'aluminium dans l'industrie soviétique. Vous pouvez pas non plus ignorer la bouffe. Vous savez qu'on n'a pas parlé des bateaux. Mais les Russes ont reçu une flotte entière de navires américains. Certains étaient peut-être vieux, certes, mais ils ont reçu des bateaux de transport, ils ont reçu un vieux croiseur, ils ont reçu un paquet de sous-marins, ils ont équipé une flotte, les soviétiques, avec des navires américains. Donc ouais, vous avez les chiffres sont assez incroyables. Mais là, c'était une situation incroyable, et les Alliés étaient prêts à faire cet investissement pour pas que les Russes perdent. Ils avaient bien plus peur de voir les Russes perdre et les Allemands gagner. Et les Alliés ont beaucoup misé et ont énormément investi pour tenir les Russes à bout de bras, en identifiant où étaient leurs faiblesses, ce qui leur manquait. Vous voyez que tout est complémentaire. Et ils leur ont fourni ce dont ils avaient besoin, parce que les Russes avaient simplement une liste de courses. Les Russes, ils arrivaient chaque mois, « Salut, on aurait besoin de ça, ça et ça !» Et les Russes avaient parfaitement conscience qu'il leur manquait, entre autres, des matériaux précieux pour leur industrie. Matériaux précieux, matériaux rares, vous voyez. Et comprenez que c'est les Russes qui ont demandé de l'aluminium. Hein, tout ça, c'est les Russes qui demandent. C'est les Russes qui demandent, on a besoin de bouffe, on a besoin d'aluminium, est-ce que vous avez du cobalt? Est-ce que vous avez des locomotives pour nous? Tout ça, c'est les listes de courses des soviétiques. C'est incroyable, hein? Et les Américains fournissent ça. C'est beau. La production américaine de guerre. Comprenez qu'en même temps, ils font la guerre dans le Pacifique, et il y a le Lend-Lease pour les Anglais. Ils font tout ça en même temps, hein, les Américains. C'est quelque chose d'incroyable. Donc ouais, ça vous donne un petit peu une... c'est un sujet difficile à apprécier. Attendez, j'ai pas mis la belle photo que j'ai utilisée pour ma vignette, mais qui est parfaitement... Ah si, voilà, elle est là. Hop. Voilà, regardez, ça c'est pris dans la banlieue de Moscou. Banlieue de Moscou en 44. Et ça c'est uniquement, on reconnaît, vous avez quasiment que du Studebaker. Et ça c'est des parcs de camions américains dans la banlieue de Moscou. Vous vous rendez compte le chemin que ces véhicules ont parcouru pour arriver dans la banlieue de Moscou? Et il y a des milliers de camions, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est la démesure de la logistique américaine, que j'essaie souvent d'expliquer en chiffres, en images. Et c'est... tout ça, ça va finir dans l'infanterie russe. Et ça finira à Berlin. C'est... Ouais. Alors oui, alors, comme dit, vous pouvez pas faire des lignes historiques en disant « Et si on coupe le Lend-Lease, il se passe quoi ?» Comme dit Khrouchtchev, on aurait pris plus de pertes en 44. Sans les camions, on aurait subi plus le feu allemand. Sans aucun doute que tout aurait été plus lent. Moi, je pense que les Russes auraient quand même gagné. Mais ça leur aurait peut-être pris 1 an ou 2 ans de plus. Avec encore plus de pertes que ce qu'ils ont déjà pris. Je pense que le Lend-Lease a permis aux Soviétiques d'être plus efficaces dans leur industrie, mais aussi dans leur conduite de la guerre. On parle des camions, mais vous avez vu les postes radio? Les dizaines de milliers de postes radio? Des postes radio de qualité? Mais ça, pour les Russes, c'était du pain béni. Des jeeps, des postes radio. Les Russes ont bâti leur guerre de mouvement avec du savoir-faire appris des Allemands et avec de l'excellent équipement des Alliés, mais aussi le leur. Et sans aucun doute que le Lend-Lease a peut-être pas été décisif dans certains coins, mais a sans aucun doute accéléré le rythme de la guerre en faveur des Soviétiques, au niveau production industrielle et aussi efficacité tactico-opérationnelle. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Quand vous récupérez 400 000 camions et que toute votre infanterie est en camion,
Vous pouvez pas dire « Ah non, mais ça a servi à rien ». Que dalle. Les faits sont là. Et même les généraux soviétiques le disent. Voilà. Une épave du Land-Lease sortie d'un marais. Bah, figure-toi qu'il y a pas longtemps, ils ont sorti un Hera Cobra. Ils ont sorti un Hera Cobra intact d'un marais il y a quelques années cela, en Biélorussie. Ils ont sorti un Hera Cobra avec encore tous les marquages et tout. Et ça arrive qu'ils tirent des épaves. Voilà. La photo est folle. La photo est représentative du Land-Lease américain en Union soviétique, mais aussi de la démesure américaine, de la logistique américaine. C'est ce qu'il faut retenir de ça. Comme toujours, on me demande Pépé, est-ce que les Allemands auraient pu gagner la guerre? Non. Comment? Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de ressources. Comment vous voulez gagner la guerre contre les États-Unis d'Amérique qui ont en plus tout le pétrole du Texas et tout, qui ont ça? Une chance. Ça a pris du temps pour les Anglais de rompre. Peut-être qu'on fera un tome 2, hein. Écoutez, peut-être qu'on fera un tome 2, je rentrerai dans le détail de certaines choses, en termes de chiffres et tout ça. Plus d'histoires, plus d'anecdotes, parler de la flotte soviétique américaine, et tout ça, hein. Rentrer aussi un peu dans le détail des... parce que là, je parle que de chiffres, mais il y a pas mal d'histoires, même sur les corridors, et les routes de ravitaillement et tout ça. Il y a de quoi faire. Donc ouais, voilà pour des P-47. Alors, pas de Spitfire, pas de P-47, pas de Spitfire. Des Hurricanes, oui. Des Hurricanes. Ils ont aussi reçu de la technologie. On leur a envoyé beaucoup de technologie aux Soviétiques. Ça a été donné... Rien n'est jamais donné gratuitement. Dans quel monde tu vis, pauvre fou? Rien n'est jamais gratuit en ce bas monde. Des P-47, je crois pas, les mecs. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des P-47 soviétiques. Hein. Ils ont eu des B-29, ils ont pas eu de B-29. Ils ont absolument pas eu de B-29. Ils ont fait, pour les B-29, ils ont fait du rétro-engineering. Ils ont capturé un B-29. Il y en a eu des P-47, ah ouais? Attends. Peut-être, hein, ouais, on en apprend tous les jours, hein, moi le premier, hein. Alors, Soviet P11. Ah, j'ai des photos de P-47, absolument, Prebail. À voir si c'est juste un avion test. Alors, l'Italien, vous avez pas 203 P-47, absolument. Bien vu, ils ont reçu 200 P-47. Ils ont été amenés en Iran, à Abadan, donc par le corridor perse. Et en effet, ils ont reçu 200 P-47. Et on ne sait pas grand-chose de leur existence. Bien vu. Bah, je savais même pas. On apprend tous les jours. Hein. Et des Spitfire Mark 5 et Mark 9 aussi, putain. Ouais, ils ont pas eu de P-51. Ils ont pas eu de P-51. Vous voyez, ils ont reçu encore plus d'avions de bonne qualité que ce que je pensais. 10 000 avions quand même, hein. C'est 13% de la production de guerre soviétique, hein. C'est beaucoup, hein. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez rajouter dans les commentaires. Je sais que c'est un gros sujet, j'ai pas voulu trop rentrer dans le détail, mais au moins dire que le Prebail, c'est pas juste des tanks et des avions. C'est surtout, bien plus important, de la logistique, un support logistique, économique et industriel pour l'industrie russe et des B-25, ouais. Les B-25, j'avais mis une petite photo tout à l'heure. Voilà. Tu as des bouquins sources à recommander sur ce sujet. Il y a un super bouquin que je voudrais bien me prendre qui traite que de ça. Mais j'ai peur que le bouquin soit en anglais, malheureusement. Hein. Tu trouveras pas de bouquin en français sur le Prebail, je pense pas. C'est un sujet... un tome 2. On pourra faire un tome 2 à l'occasion. Hein. Voilà. Hein. Jeudi, c'est la tech et le nucléaire aux US, c'est ça. Il y a ça parle beaucoup en ce moment aux US avec le nucléaire, l'IA et les data. On est un peu à la ramasse en Europe sur ça. Et les US ont déjà un énorme train d'avance. Sauf que c'est très gourmand en énergie, tout ça. Vous en doutez. Absolument, il y a une foire aux livres sur les convois de l'Arctique que je recommande. Et on rentre dans le détail des convois de l'Arctique. Autour de, justement, la route du Nord qui a amené tout ce qu'on a vu là. Qui l'a amené en Union soviétique, depuis l'Islande, généralement, ou alors les côtes anglaises, Liverpool et tous les gros ports marchands, jusqu'à Mourmansk. Voilà. Et je m'arrête là, quelle heure il est? Parfait. D'ici 20 minutes, je relance mon stream. Et j'irai avec les Dunédins. Demain,
Demain soir, foire aux livres. Il y a Chou en bourguignon. Oh là là, quel virus qui fait péter les subs. Merci mec, tu régales. Oh, le chiffre rond, 20 subs en plus. Quel Tchad. Donc ouais, demain, il y aura Chouba en bourguignon qui sera là en soirée. Ah, Brace Dragoon 41 mois. Pour mon avion de merde. Redis-moi le nom de ton avion de merde. Parce qu'il y en a un sacré paquet d'avions de merde là dans mes listes. Hein. Essence synthétique, je l'ai fait. Ça, je peux supprimer. Hop. Voilà. Écoutez, quand je vois que j'ai fait un truc, je suis content de le supprimer. Ah, le Blackburn Rock. Ah, en effet. Ah oui, plus. Tac. Ah oui, mais attends, je vais devoir finir par le faire, le Blackburn Rock, là. Hein. Allez, promis, tu l'auras avant la fin de l'année, le Rock. Hein. Je vois que t'as quand même pas mal investi dedans. Tu l'auras avant la fin de l'année. Voilà. Promis. Attention, je vais essayer. Donc ouais, et demain, foire aux livres. Il y a Chou en bourguignon qui sera là pour une foire aux livres sur Nicolas 2, je crois. Sur Nicolas 2. Il m'a promis que ça durait pas plus de 2 heures. Et sinon, en début d'après-midi, je ferai mon petit run avec les elfes. Et jeudi, minute géopolitique sur le renouveau du nucléaire privé aux US. Et sûrement un peu d'Age of Empires 2 en soirée. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Et peut-être à tout à l'heure. Bon, passe une bonne soirée et une bonne semaine.